Il ne dort presque plus et passe ses journées à arpenter les moindres recoins de sa commune. Depuis 46 ans, François Balic veille sur les pâturages et les habitants de ce bout du monde, niché dans les Alpes de Haute-Provence. Mais depuis le 8 juillet dernier et la disparition du petit Émile, le maire du village est dans la sidération. C'est incompréhensible, c'est un roman noir, quoi, parce que c'est toutes les hypothèses, tout est analysé. Mais alors, je comprends pas, quoi. Il faut qu'on la trouve, cette vérité, et on l'attend, et j'espère que soit on trouvera Émile vivant, c'est mon premier espoir, et le deuxième espoir, c'est qu'on trouve la vérité. C'est un village d'une tranquillité de carte postale. Coupé en deux. En bas, le Vernet, 130 habitants, une piscine, un bistrot, un mélange convivial de Provence et de montagne. Un peu plus haut, le Haut-Vernet, à 2 km, au bout d'une route qui se termine en cul-de-sac. Plus bourgeois, plus reculé. 15 habitants à l'année, une trentaine pendant les vacances, car il y a beaucoup de résidences secondaires. Comme celle des grands-parents d'Émile. Ils l'ont acheté il y a 20 ans et y passent tous leurs étés. C'est depuis cette maison que la disparition du petit garçon va être signalée. L'affaire commence le 8 juillet 2023 par un appel à la gendarmerie de Digne-les-Bains qui est passé à 18h12 par la grand-mère d'Émile. Et du coup, elle leur explique que leur petit-fils a disparu, qu'il a échappé à leur surveillance, qu'il porte un short blanc, un t-shirt jaune, qui s'est réveillé de la sieste aux alentours de 17h et que depuis 45 minutes, il a disparu. Ils ont commencé à chercher, mais ils n'ont pas trouvé leur petit enfant. Visiblement, d'après les témoignages, les grands-parents étaient en train de charger la voiture et le garçon jouait dans les parages. Il a échappé à la surveillance et c'est à partir de 17h15 qu'on ne le voit plus, quoi. Ce jour-là, dans la maison, il y a les grands-parents maternels d'Émile. Ils ont la cinquantaine. Le grand-père est kiné-ostéopathe. Il y a aussi les oncles et tantes du petit garçon, certains à peine plus âgés que lui. Le clan est discret et se mélange peu à la population. C'est une famille nombreuse, donc les grands-parents ont eu 10 enfants, dont Marie, donc l'aînée qui est la mère d'Émile qui a 25 ans. C'est une famille qui semble assez soudée, ils sont catholiques, pratiquants, ils vont à la messe assez régulièrement. Ils aiment beaucoup la musique, donc à la messe les femmes chantent, les enfants jouent tous d'un instrument de musique. C'est une famille voilà, qui vit selon ses propres traditions. Ce 8 juillet, Émile commence ses vacances avec ses grands-parents. Ses parents, Colomban et Marie, sont restés chez eux à 2 heures de route, à la Bouilladisse, près de Marseille. On a appris qu'il y avait un petit garçon qui avait disparu dans les Alpes de Haute-Provence. Mais j'ai pas fait le rapprochement tout de suite en fait. C'est un collègue à moi il y a un compte Facebook sur la Bouilladisse. C'est là que j'ai vu, il y avait des gens de la Bouilladisse qui se proposaient d'aller au Vernet pour participer aux battues, etc. Et quand j'ai vu la photo d'ici, j'ai compris de suite, quoi. Sur place, au Haut-Vernet, la panique s'est emparée de tout un village. Les gendarmes sont arrivés à 18h40, les habitants les ont rejoints au hameau. On a improvisé une battue de recherche. J'ai cherché. J'ai appelé Émile. Parce que c'est comme si je cherchais mon petit-fils, quoi. C'était tellement fort que c'est encore en moi, cette angoisse de vite retrouver Émile, en voulant absolument éviter qu'il passe une nuit dehors.
Il y a une effervescence, en fait, tout le monde se mélange, les gendarmes, les volontaires, les pompiers, les journalistes, et tout le monde se mélange sur moins d'une centaine de mètres, finalement. Parce que le centre communal a été réquisitionné par la gendarmerie pour en faire le centre opérationnel de recherche. La petite boulangerie ou l'ex-boulangerie désaffectée est déjà prévue pour servir éventuellement de salle d'interrogatoire. Juste à côté, il y a le petit café où les journalistes se sont déjà installés. Voilà, donc tout, c'est un microcosme déjà qui est en place. Pendant 48 heures, les battues vont s'enchaîner. 800 bénévoles sont sur place. Le but, c'est de converger vers le Vernet, on vous aiguille. Là-bas, on fait une vague énorme, parce qu'on est quand même très nombreux. Le but, c'est de faire un éventail pour revenir jusqu'ici, pour verrouiller toute la zone qui n'a pas encore été couverte jusqu'à hier. On a tous des enfants, des frères, des sœurs, des neveux. Donc un petit qui disparaît, c'est pas rien. C'est un choc déjà pour le village, c'est un choc pour la famille. Donc on est bien obligé de venir. Mais un certain malaise a saisi insidieusement plusieurs habitants du village. En pleine recherche, la réaction des proches d'Émile étonne. Ils sont décrits comme repliés sur eux-mêmes. La grand-mère d'Émile m'a dit qu'il avait fait la sieste de midi à 17h. Ça m'a paru bizarre pour un petit, et l'un de ses oncles, de 15-16 ans, il avait l'air en colère et il répétait « ça devait arriver de toute façon, Émile est intenable ». D'autres témoins sur place appellent à la modération, préférant souligner la détresse de la famille. Les parents, on les a côtoyés de près, mais ils sont quand même restés groupés là-haut. On les sentait affectés et on sentait surtout qu'ils avaient besoin d'être en retrait de cette folie qui s'était emparée du village. Et donc on voyait bien évidemment qu'ils étaient très affectés dans leurs réactions parfois virulentes, mais qu'on peut comprendre, qu'ils ne le seraient pas. Un hélicoptère et des drones thermiques survolent alors la zone. Les maisons sont toutes fouillées, les voitures inspectées, les puits et les points d'eau sondés. 12 hectares autour du village vont être ratissés. Il y a même un instrument de l'armée qui a été utilisé pour scanner les balles de foin. Ils se sont dit très logiquement, on ne sait jamais, s'il était dans un champ, peut-être qu'il a été pris malencontreusement. Et donc ce scanner haut de gamme permet de détecter même un bouton de pantalon, quoi, hein. Même la piste de l'animal sauvage va être étudiée. Émile aurait-il pu être emporté par un rapace? L'aigle royal, le faucon, la buse et l'épervier règnent en maître dans ces montagnes. Belinda est fauconnier. Elle connaît parfaitement ces animaux sauvages, leurs réflexes et la nature de leur proie. Il faut savoir qu'un rapace, donc l'aigle royal qu'on a avec nous par exemple, donc le mâle va faire 3 kg, 3 kg 2, aller jusqu'à 4 kg. La femelle, elle va peser 6 kg, 7 kg. Il faut savoir qu'un rapace est capable de lever 1/3 de son poids. Mais un enfant de 2 ans et demi pèse entre 10 et 20 kg. Sachant ça, c'est juste pas possible. Donc eux, ce qu'ils vont faire, parce que les aigles royaux, par exemple, ils ont la réputation de chasser des grosses proies, telles que le chamois, des choses comme ça. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pousser les proies dans les falaises, etc. Et ils ne sont pas capables de lever. Un animal sauvage qui s'attaque donc à un humain, il y aurait des pistes. Il y aurait des traces, il y aurait des ossements, il y aurait pas mal de choses. Nous ne disposons d'aucun indice, d'aucune information, d'aucun élément qui puisse nous aider à comprendre cette disparition. Là, je pense qu'à 99%, on peut exclure que le petit se trouve là et que personne ne l'ait vu. Tout simplement aussi parce que si c'était un corps qu'on cherchait au bout d'un moment, un corps, malheureusement, ça laisse des traces, il peut y avoir des prédateurs qui tournent autour, donc on le trouve. Au bout de 2 jours, les autorités changent de stratégie. Les bénévoles sont remerciés, le village bouclé, 80 gendarmes et militaires vont alors continuer des fouilles ciblées. C'est donc la recherche éventuellement de mégots, de traces de textiles qui auraient pu être accrochées à des branches, des traces de sang, on ne peut pas l'exclure, des traces de foulage, des traces diverses et variées, tout ce qui pourrait être exploité notamment scientifiquement par la suite.
Une quasi-certitude, Émile ne serait donc plus présent sur la commune. Qu'est-il arrivé au petit garçon? Comment a-t-il pu se volatiliser à 17h15 au milieu de la place d'un hameau aussi paisible? Le parquet d'Aix-en-Provence ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. L'enquête démarre avec cette première question cruciale. Où Émile a-t-il été vu pour la dernière fois? Des chiens, à l'odorat exceptionnel, s'arrêtent devant le lavoir, à 50 mètres de la maison des grands-parents. Les Saint-Hubert, eux, ils ont cette particularité d'être capables de retrouver une trace relativement précise. Ils vont marquer un endroit, repartir, revenir en arrière. Voilà, c'est comme ça. Ils finissent par faire des cercles concentriques et puis à se rapprocher du dernier endroit où ils arrivent à sentir quelque chose. Et là, en l'occurrence, les Saint-Hubert, ils ont marqué donc près du lavoir et après plus rien. Donc le petit, c'est comme s'il s'était volatilisé à cet endroit-là où il avait été soulevé de terre. Si l'enfant était soustrait, déplacé par un quad, un vélo, une voiture, pas forcément quelque chose de fermé, et que la personne est partie rapidement avec l'enfant sous le bras, entre guillemets, effectivement, si ce pont dans la piste est trop long, trop grand, le chien perd la piste. Les enquêteurs confirment que les chiens ont bien senti la trace d'Émile cet après-midi-là, à la fontaine. Encore plus troublant, 2 témoins, des voisins, disent avoir aperçu le petit garçon à 17h15 dans la pente qui descend de la maison des grands-parents. Jusqu'au lavoir. On a 2 témoins dans cette affaire. Un adolescent qui aurait vu Émile dans la rue qui descend vers le petit cœur du hameau et un retraité d'une 60aine d'années, propriétaire d'un chien. Et les 2 affirment avoir vu Émile donc, au moment où il a disparu. Mais les 2 témoins divergent sur la direction empruntée par l'enfant. Il y en a un qui aurait vu Émile descendre vers le cœur du village et l'autre monter vers là où les enfants ont leur cabane et là où c'est en fait le plus dangereux, c'est là où c'est à flanc de coteau, il y a vraiment une falaise. Donc on a 2 témoignages contraires, mais 2 témoignages qui aujourd'hui semblent fiables, d'après les enquêteurs. 2 versions différentes. Laquelle est la bonne? Si Émile est descendu vers le lavoir, c'est qu'il a probablement été entraîné spontanément par la pente. Mais d'après nos informations, le petit garçon était obsédé par la cabane qu'il avait construite avec ses oncles et tantes. Il aurait pu vouloir y retourner seul. Or, il n'y a aucune trace de lui aux alentours. Toutes les hypothèses sont encore envisagées. Le rôdeur délinquant sexuel, l'accident de voiture ou de tracteur, la famille, tout est analysé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une intervention humaine. La clé de l'énigme se trouve forcément au Haut-Vernay. Vous êtes dans un hameau, 1200 mètres d'altitude, un cul-de-sac, et vous avez là une espèce de cluedo grandeur nature. Et donc les gendarmes, ils sont au cœur de ce cluedo en train d'essayer de rassembler les éléments, mais on est vraiment dans un tout petit périmètre, avec peu de possibilités qu'un étranger monte dans le village sans être aperçu. C'est tellement petit que tout le monde s'auto-surveille finalement et tout le monde voit un véhicule qu'il ne connaît pas. Les gendarmes procèdent aux auditions de dizaines d'habitants. Certains sont entendus plusieurs fois. Les emplois du temps vérifiés, recoupés, l'atmosphère se tend. Gilles est un voisin du Bas-Vernay, 60 ans qu'il est tombé amoureux de ces paysages grandioses. Il déplore aujourd'hui les suspicions qui rongent le village. Il y a beaucoup de gens qui, on ne sait pas pourquoi, ont raconté des choses, et alors qu'il n'y avait rien à raconter, quoi. Les gens parlent et parlent mal, quoi. Alors il ne faut pas accuser le voisin. Nous ne sommes pas la brigade d'investigation. Chacun son travail. Moi, j'attends, c'est tout. C'est pas la peine de dire c'est Pierre, c'est Paul, c'est Jacques. On en a malheureusement, on a dénoncé beaucoup de gens. Hein. On se croirait pendant la guerre, quand il y a eu les dénonciations, c'est la même chose. Quoi. On a accusé des gens à tort, quoi, qui ont dû passer de longs interrogatoires, quoi, alors qu'ils n'y étaient bien sûr pour rien. Quoi. Voilà. Alors il y a un peu, ben, c'est comme pendant la guerre, il y a un peu des vengeances personnelles. Qui se sont passés, quoi. Les habitants du Vernay, les voisins, les familles qui ont ici leur maison secondaire
personne ne veut croire que l'un des leurs soit mêlé à cette disparition sordide. Le petit Émile aurait-il pu être enlevé par un rôdeur, un pédocriminel qui aurait repéré l'enfant? La piste de l'enlèvement est toujours envisagée. Quelqu'un a pu se rendre là-haut en voiture sans qu'on l'aperçoive, bien que en fait, le long de la route qui monte au Vernay, il y a des maisons qui sont habitées la plupart par des personnes âgées ou des personnes qui connaissent en fait les gens de là-haut, les gens d'en bas, et qui connaissent un peu les emplois du temps, les plannings de chacun. Donc c'est vrai que si une voiture extérieure ou inconnue était montée là-haut, on a tendance à penser qu'elle aurait été remarquée. Après, tout est possible et le village est quand même traversant. Une hypothèse difficile à croire, mais pas totalement impossible. En effet, le village est en cul-de-sac. On y accède par le bas de la vallée, par une route départementale. En haut, c'est une impasse. En bas à droite, là encore, la route s'arrête. Mais il existe un tout petit chemin, caillouteux, escarpé, quasiment jamais emprunté, qui permet de sortir d'un autre côté du hameau. Autre possibilité, celle de l'accident de la route avec délit de fuite. Le petit garçon aurait-il pu être renversé par un chauffard? Il y a la possibilité qu'on ait caché un véhicule, on ne peut pas l'exclure, que le véhicule en question était mis à l'abri quelque part, nettoyé aussi. On a pu le constater, nous journalistes, quand nous y étions, il y a vraiment beaucoup de tracteurs qui circulent dans ce village, parfois à vive allure. Et puis c'était l'époque des foins, donc du coup les engins agricoles allaient, venaient, donc c'est une piste que les gendarmes ont d'ailleurs suivie, ils ont mené des auditions sur la question. Pour l'instant elle n'a rien donné, mais c'est une piste envisageable effectivement. Les enquêteurs ont aussi un outil précieux, l'analyse de la téléphonie, qui peut leur permettre d'avoir une idée précise des personnes présentes sur place le jour de la disparition d'Émile. C'est maintenant une arme extrêmement importante dans les enquêtes. 1600 appels, 1600 en tout cas conversations téléphoniques, messages qui ont été échangés dans une zone assez large qu'il faut analyser. La gendarmerie a pu s'appuyer pour ça sur Anacrim, qui est un logiciel qui permet de recouper des éléments qui a priori n'ont rien à voir entre eux, une plaque d'immatriculation et un téléphone portable, des choses comme ça. Reste un point d'interrogation, le profil de la famille d'Émile. Les parents, les grands-parents, personne ne s'est exprimé, ne serait-ce que pour lancer un appel à témoins. La seule communication est ce post sur Facebook de la mère du petit garçon, le 10 juillet. Veuillez prier la vénérable sœur Benoîte Rancurel, mystique des apparitions du lot. Le diable l'emmenait régulièrement dans la montagne pour la persécuter, et les anges la ramenaient, la maman d'Émile. Cette famille catholique, traditionnaliste, aurait-elle pu être victime d'une vengeance, d'un règlement de compte, en raison de son engagement à l'ultra-droite? Les parents d'Émile, Colomban et Marie, ont fait partie du Bastion Social, un mouvement néofasciste fondé par des anciens membres de l'Action française. On les voit ici, sur cette photo, entourés de leurs camarades. Le père d'Émile, qui est alors étudiant ingénieur, comparaît en 2018 devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour avoir molesté un couple d'origine maghrébine. L'un de ses amis sera condamné, lui relaxé. Le Bastion Social est finalement dissous par Emmanuel Macron en 2019. Ils apparaissent ensuite, en 2021, sur une liste proche d'Éric Zemmour pour les régionales, emmenée par Valérie Lopi, aujourd'hui membre du Parti des Patriotes. Elle se souvient d'un couple paisible qui partageait ses idées. Il était donc avec son épouse et avec son bébé, à l'époque donc c'était le petit Émile qui était, je me rappelle, dans les bras de sa maman, et des gens charmants. Je me rappelle d'un jeune homme qui était humble, qui n'était pas intéressé pour avoir un mandat, ce qui est en politique et quand vous recherchez des candidats, ce qui est quand même assez rare, intelligent, c'est-à-dire qu'il a une certaine culture, l'amour de la France, et il s'est dit, écoutez, si je peux vous rendre service de cette façon-là, je rends service en même temps
à mon pays, eh bien, je suis prêt à venir avec vous. Et j'ai eu vraiment un très bon échange avec lui et je trouvais qu'il avait des qualités humaines, sympathiques, etc., chaleureux. Le couple aurait-il pu être la cible de personnes malveillantes? Si les gens se déclarent la guerre pour tout et n'importe quoi, après, saisissent n'importe quel prétexte, et puis les prétextes les plus, vous voyez, insensés pour déclencher leur haine, c'est absolument monstrueux. Vous voyez, donc si vraiment la France est tombée à ce niveau-là et enlève un petit, enfin je veux dire, c'est, vous voyez, là on est devenu fou, quoi. Les enquêteurs n'excluent aucune piste, d'autant que la famille et leurs voisins ont déjà subi un incendie criminel. Boulard, petit hameau à 12 km du Haut-Vernay. En 1968, les arrière-grands-parents d'Émile achètent avec 3 copains les maisons et l'église du village. Catholiques, utopistes, ils rêvent d'un lieu de vacances où ils vivraient heureux. Mais en 2019, le hameau est la cible d'un incendie intentionnel. Plusieurs mises à feu sont découvertes dans les ruines. La police ne retrouvera jamais l'auteur. Cet incendie aurait-il un lien avec la disparition d'Émile? Impossible de le savoir aujourd'hui. La justice n'écarte pas non plus la dernière hypothèse qui doit être envisagée dans toute enquête de ce type: la responsabilité d'un membre de la famille. Le petit garçon aurait-il été victime d'un accident domestique ou d'une correction qui tourne mal? Les proches, les dernières personnes à avoir vu un disparu sont toujours les premières suspectées, entre guillemets. C'est-à-dire que les enquêteurs vérifient d'abord auprès des personnes qui ont vu le disparu pour la dernière fois. Donc la famille fait légitimement partie de ce tableau général des suspects potentiels. La personnalité des grands-parents est passée au crible. Des voisins décrivent une grand-mère soumise, discrète, et un grand-père austère et rigide. Rigoureux. Je sais bien que la rigueur aujourd'hui, ça n'existe plus. Bon, je ne vais pas jouer les rabat-joie. Quelqu'un de rigoureux. Moi, j'ai jamais vu de gestes déplacés. Ça, c'est sûr qu'ils sont rigoureux. Ça, c'est les enfants qui bronchent pas, on voit qu'ils ont été habitués à respecter ce qu'on leur donne, les consignes qu'on leur donne. Bon, point barre. Il ne faut pas oublier qu'on a une famille qui est dans la douleur, qui a perdu un petit de 2 ans et demi, et qu'il ne s'agit pas de rajouter de la douleur à la douleur. Un jour, on aura la réponse. Donc on attend la réponse. Et ce jour-là, on retrouvera notre sérénité. Cette énigme est maintenant entre les mains des enquêteurs. Une équipe de 25 personnes est dédiée jour et nuit. Et tout le village espère farouchement que le mystère de la disparition du petit Émile ne hantera pas longtemps la vallée de la Blanche.